En 2012, deux startups se lancent sur la même idée. Vendre du fuel à des particuliers sur Internet et les livrer à domicile. L'une de ces deux startups, fuelmarket.fr, est issue du groupe Total. Stéphane Séguin, l'ancien CEO de Fuel Market, nous raconte comment il a transformé cette startup en scale-up. Bienvenue sur Oser puis doser, le podcast qui raconte les histoires des entrepreneurs qui ont lancé de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Debanne, cofondateur de Tango Start, agence de conseil en innovation et hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous découvrons une entreprise, un cas et un invité. Aujourd'hui, je reçois donc Stéphane Séguin, qui était l'ancien CEO de Fuel Market. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Ça va ? Ça va très bien. Super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, déjà Total, rapidement, pour que les gens situent les activités, et plus particulièrement ce qui va nous intéresser. Et puis après, Fuel Market, comment est-ce que tu es arrivé sur le projet et comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que fait Fuel Market déjà ? Et puis après, comment tu es arrivé sur le projet ? Ok, bon, Total, c'est assez facile pour moi d'expliquer ce que c'est que le groupe Total. Tout le monde connaît Total. On connaît par contre souvent beaucoup moins l'activité de chauffage, donc tout ce qui tourne autour du fuel, aussi du granulé de bois. On connaît de mieux en mieux en fait le fait que Total vend aussi de l'électricité et du gaz via Total Direct Energy. Mais historiquement, on est le premier vendeur de fuel domestique en France. Et le fuel domestique, ça reste la troisième énergie de chauffage pour les Français. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe Total. Et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que CIO de Fuel Market, qui était une toute petite filiale composée de 3 personnes au sein de l'activité française de Total. Et le pari, c'était de vendre sur Internet sans pour autant arrêter ou détruire les marges, les volumes de nos filiales qui, à l'époque, avaient 3000 personnes à gérer. D'accord. Parce qu'avant, vous ne vendiez pas du tout sur Internet, vous vendiez comment ? En fait, historiquement, le fuel se vend par une prise d'appel téléphonique. On téléphone à son vendeur de fuel. Et on l'appelle à peu près 1 à 2 fois par an. Et on l'appelle et on lui demande, on lui dit « Est-ce que vous pouvez me relivrer ?» Puisque le fuel, contrairement aux autres énergies, nécessite d'être stocké dans une cuve. Et donc, régulièrement, le client vérifie est-ce que j'ai encore du fuel dans ma cuve de fuel ? Voilà. Ouais. Et donc, on a partout en France des activités, des dépôts pétroliers, des activités commerciales. On est présent dans l'ensemble du territoire français. D'accord. Donc avant ils appelaient un petit peu comme ils passaient à la station-service, ils appelaient Total et Encore aujourd'hui, hein, D'accord. la plupart des clients qui achètent du fuel le font en appelant leur vendeur de fuel qui est souvent à proximité de chez eux. D'accord. Et là, c'était le but, c'était de transformer ça et de supprimer l'appel quelque part et de passer par Internet. L'idée, c'était pas forcément de supprimer l'appel. L'idée, c'était d'être présent sur Internet. D'accord. À partir du moment où on sent que des sites Internet se mettent en place, c'est le cas d'un de nos grands concurrents. Enfin, c'est devenu notre concurrent principal. On sent qu'on ne peut pas ne pas être présent sur Internet. Donc, on lance Fuel Market, qui au départ est un peu un petit laboratoire, un test de comment est-ce qu'on pourrait vendre l'énergie sur Internet. Tu parles de concurrent principal à Total ou à Fuel Market ? À Fuel Market. D'accord. Okay. Les concurrents principaux de Total dans le fuel, on va retrouver les grandes et moyennes surfaces, on va retrouver Bolloré, on va retrouver un certain nombre d'acteurs et on va retrouver beaucoup de petits vendeurs de fuel parce que c'est un métier qui est très morcelé et dans lequel il y a beaucoup de petits acteurs. D'accord, ok. Merci. Alors toi, tu arrives sur le projet en 2012, c'est ça ? Non, 2012, c'est l'année du lancement de Fuel Market, octobre 2012. Moi, j'arrive en 2014. D'accord. J'arrive pas dans le groupe ni dans cette entité, mais j'arrive comme CIO de Fuel Market en avril 2014. D'accord, ok. Et donc, tu es nommé CEO de Fuel Market. Et là, quel est ton mandat ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et quelle est la situation dans laquelle se trouve le business ?
Déjà, mes prédécesseurs ont fait un super boulot, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un site internet en bonne et due forme, en tenant compte du référencement naturel, par exemple, ce qui était quand même pas notre culture. Et en fait, Fuel Market doit s'accroître. Et on se regarde, mais on se compare aussi par rapport à ce que fait la start-up face à nous. Donc on peut la citer, la start-up? Ouais, on peut la citer, fuelreduc.com. Ouais. Et l'idée, c'est de rester dans la course, évidemment, et d'être le numéro un de la vente de fuel sur Internet. Et là, on passe d'une étape qui était une étape de construction, dans lequel on était déjà satisfait de nous d'avoir construit un site Internet qui marche, qui est reconnu comme fonctionnant et avec une bonne référence. Mais on passe dans une autre étape qui est comment on accompagne le scaling, ce que tu as dit en introduction, comment on passe de la start-up au scaling. Ouais. Et du coup, justement, comment ça s'est passé? C'était quoi les Donc toi, c'était ton mandat un petit peu. Il y avait déjà un existant et on se disait, là, ça avait plus trop de croissance et donc. Alors on n'avait pas encore suffisamment de recul pour se dire que ça n'avait pas assez de croissance. Mais moi, les interrogations que j'ai dès le départ, c'est comment notre concurrent arrive à changer aussi vite, là où nous, on avait des versions qui prenaient beaucoup de temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on était dans une gestion informatique assez traditionnelle dans nos entités, qui était on avait été agile dans la construction, mais on n'était pas suffisamment agile dans le développement. D'accord. Donc là, je me pose de sérieuses questions quand je prends ce poste, en me disant qu'est-ce qu'on va devoir faire pour rester dans la course. Le deuxième point qui me pose problème, c'est que je m'aperçois que nos clients n'ont pas un service extrêmement performant, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas au moment de la prise de commande quand est-ce qu'ils vont être livrés. Donc moi j'ai cet étonnement en arrivant dans ce poste. Mes collègues me disent c'est normal, on propose un prix attractif, ils peuvent pas avoir tout. Hein. Et moi, en fait, je considère que ce n'est pas possible de rester durablement dans la course si on ne propose pas un service irréprochable. Ouais. Et donc, on va vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on peut changer nos processus, notre façon de s'intéresser très concrètement aux clients. Donc, customer-centric, ce n'est pas juste un mot, un concept de consultant. Donc, je me lance à fond dans qu'est-ce qu'attendent nos clients. Ils attendent, le fuel, c'est peut-être pas glamour, tout le monde le reconnaît, mais ils attendent de savoir combien ça coûte, quand est-ce qu'ils peuvent faire des économies, est-ce qu'ils vont attendre beaucoup, est-ce que ça va être pendant des périodes où ils sont présents chez eux. Donc, on va lancer des créneaux, des choix de créneaux de livraison et on va devenir des fous furieux de la customer centricity. Ouais, super. Mais du coup, là, c'est marrant parce que les deux choses que tu dis, c'est effectivement caractéristique des startups, un peu l'agilité et puis la centré client. Comment est-ce que tu as vu que c'était des problèmes, toi, ces deux points qu'est-ce qui est concrètement où tu t'es dit, tu as une réalisation, attends, il faut qu'on s'améliore là-dessus. Comment ça t'est arrivé, cette révélation? Deux choses, c'est que c'était pas vraiment une découverte de ma part parce que j'étais dans les projets informatiques de Total depuis plusieurs années et que c'était un des reproches que moi je faisais au sein de ma propre entité précédente, c'était de dire on va pas assez vite et je ne connaissais pas la méthode agile à l'époque. Et puis deuxièmement, notre concurrent objectivement était en train de changer pour la 3e fois son site internet alors qu'on vivait et nous on avait l'impression au bout de 2 ans que c'était largement suffisant d'avoir fait un site internet et de le laisser déjà de le conserver. C'était déjà extraordinaire. Mais moi, je me disais, c'est pas possible. Ils vont trop vite. Et toutes les fonctionnalités qu'on mettait en place, on mettait 3 mois à les mettre en place. Eux, ils mettaient 15 jours à nous copier. D'accord. Donc, c'était pas possible qu'on reste dans ce rythme-là. C'est l'agilité du concurrent qui vous a fait réaliser que vous en aviez pas assez, vous, de votre côté. Ouais, je pense que la concurrence, et c'est ce qu'elle a comme charme, c'est qu'elle te permet de te comparer, de voir ce que fait ton concurrent, d'avoir des métriques, du benchmark. Ouais. Mais pas tout ça, encore une fois, c'est pas théorique.
C'est que tu vois les fonctionnalités que met en place ton concurrent, tu te dis mais ça va à la vitesse de l'éclair par rapport à moi. Ouais. Je peux pas rester à cette vitesse-là. Ouais, ouais. Et le côté centré client, plus à l'écoute des clients, est-ce que c'est des problèmes des fonctionnalités que vous avez pris du concurrent ou que vous êtes rendu compte en interne qu'il y avait beaucoup de plaintes sur ce sujet, ou comment ça s'est passé? En fait, moi, c'est parti on est dans des entités où, et c'est très sain, il faut que les choses soient rentables pour pouvoir se développer, embaucher, par exemple. Je ne pouvais pas embaucher des chargés de clientèle, et pourtant, mes chargés de clientèle étaient submergés d'appels. 80% des appels, c'était des clients qui disaient « Non mais attendez, j'ai donné ma carte bancaire, j'ai payé 1 000 €, et vous êtes infoutus de me dire quand est-ce que vous allez me livrer. Je ne sais toujours pas si c'est lundi, mardi ou mercredi. » Donc ce point m'a obsédé de 2 manières. D'une part, je me suis dit les clients vont pas être fidèles dans ces conditions-là. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit je ne peux pas développer une activité rentable en ayant des chargés de clientèle qui sont submergés d'appels, finalement d'insatisfaction de la part de nos clients. Donc cette concentration sur le client, je dirais qu'elle est naturelle chez Total, parce que tu connais le slogan « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Je pense que c'est dans notre ADN. Mais la deuxième chose, c'est que pour rendre rentable une activité qui est une start-up, il faut t'attacher au process et il faut voir comment tu peux rentabiliser le recrutement de nouveaux clients et rentabiliser l'opération qui est l'opération commerciale que tu as avec ce client. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis dans le fait que, alors je ne vais pas forcément dire un manque de moyens, mais si le fait que les chargés clientèle étaient surchargés justement d'appels, et que tu n'avais pas la possibilité de rajouter, ça t'a obligé à aller adresser le problème qui effectivement venait du client, et donc le fait qu'il y ait un manque de moyens peut-être là-dessus, ça t'a aidé à trouver des solutions et à remettre en question un peu ce qui se passait. Ouais, je te dirais pas que je sautais de joie à l'époque de manquer de moyens, mais ça a été extrêmement vertueux. Et je pense que c'est une des différences qu'il peut y avoir sans rentrer dans les caricatures. Mais une des différences qu'il peut y avoir entre les startups qui parfois reçoivent des fonds, et je ne dis pas que les startups dilapident les fonds qu'ils reçoivent, mais nous, on était vraiment dès le début en très bon père de famille. On nous demandait de rentrer dans des cases habituelles de rentabilité qu'on peut avoir dans des grands groupes. Et donc, il fallait prouver l'intérêt de recruter. Donc moi, je suis passé de 3 personnes avec moi à 40 personnes. Je peux t'assurer que chacune des personnes, chacun des postes qui a été créé, a été pesé, repesé. Et c'est bien parce qu'il y avait une rentabilité qu'on a réussi à créer cette entité, à la développer. Ouais. Justement, ce que j'allais te demander, quels étaient les KPI, les indicateurs sur lesquels tu étais jugé, les moyens qui étaient donnés, au fait. L'activité, elle était évaluée selon quoi, et justement, est-ce que c'était le financement, c'était au compte-gouttes ou Alors, on était sur des KPIs. Alors déjà, on était quand même sur un laboratoire. C'est-à-dire que Fuel Market, c'était un peu... On va regarder ce que ça donne. Parce qu'on avait encore une fois 6 filiales qui avaient 3000 personnes. Donc l'idée, c'était quand même d'observer si c'était intéressant pour le groupe ou, à l'inverse, pas intéressant du tout. Donc pendant le début de ma mandature de CIO, on était encore dans cette phase d'observation. Quand on comprend qu'en fait le développement sur Internet de la vente de fuel est en train de s'accélérer et que le nombre d'acteurs est en train de se multiplier, parce que même si c'est une activité qui est assez peu connue, la vente de fuel, mais il y a 6-7 acteurs aujourd'hui qui vendent du fuel sur Internet. Donc on s'est dit, non seulement on a bien fait de commencer et de lancer ce test, mais il faut aller plus loin, plus haut, et il faut être les meilleurs. Donc là, par rapport à ta question des KPIs, on avait d'abord des indicateurs très simples, qui sont des indicateurs financiers. Combien ça coûte, combien ça rapporte, quelles sont nos marges. On reste dans des entités qui ne peuvent pas vivre comme ça indéfiniment en dépensant. Et il a fallu que j'arrive à convaincre qu'il fallait investir dans l'humain, investir dans l'IT, et aussi changer complètement notre organisation,
c'est-à-dire recruter des gens qu'on n'avait pas l'habitude de recruter. Ouais. Ouais. Et du coup, des KPI financiers, est-ce que tu avais un déficit, j'imagine, au début, et puis après, c'était quelque chose de comment ça s'appelle, en accord, j'imagine, et puis après, sur 2-3 ans après, Non, il n'y avait pas un vrai accord à ce déficit, mais je peux te garantir, sans pouvoir te donner de chiffres, qu'il y a eu un déficit pendant plusieurs années. Justement, en bon père de famille, il fallait que je vienne justifier la raison pour laquelle on continuait à dépenser et à perdre de l'argent. Et culturellement, on n'a pas forcément l'habitude, comme ont certaines startups, de passer quand même plusieurs années à être dans le rouge pour finalement miser sur l'avenir plutôt que sur le court ou moyen terme. Donc, par moments, c'était assez compliqué d'expliquer à des financiers qu'il fallait encore investir plus là où on continuait à avoir un résultat négatif. Ouais, c'est pas forcément dans la culture de gestion financière. Ce n'était pas dans la culture. Je pense qu'aujourd'hui, et je parlerai pas au nom du groupe, je suis mal placé pour ça, je suis un employé du groupe Total, point barre. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits aujourd'hui dans le groupe Total et qui sont des nouveaux investissements. Mais en tout cas, dans l'entité dans laquelle j'étais rattaché à l'époque, voilà, c'était quand même un peu bizarre de passer autant de temps et d'énergie et de dépenser autant d'argent pour fonder un site internet, tout simplement. Ouais. Alors qu'une agence peut le faire pour à moindre coût, selon quoi. Et justement, donc les efforts que tu as faits, ils sont tournés vers quoi? Tu parlais de l'expérience client et à quel point tu t'es... c'est une question, c'est à quel point tu t'es appuyé sur les capacités de Total ou à quel point tu as divergé de ce qu'il devait faire et que de devoir construire des briques à côté en complément de ce que Total savait faire? Alors, le grand atout de départ, c'est de s'appuyer sur ce que savait faire Total, c'est-à-dire avoir un maillage en termes de distribution du produit fuel qui est extraordinaire. On est présent partout en France. Donc tu t'appuies d'abord sur le savoir-faire de ce maillage des chauffeurs, parce que on n'a pas embauché des chauffeurs chez Fuel Market, on s'est bien sûr appuyé sur le savoir-faire de nos filiales historiques. Donc déjà, c'est un atout considérable que n'avaient pas nos concurrents. Et ensuite, ce sur quoi moi je me suis battu, ça a été de dire, par contre, là où on n'a pas des atouts, c'est sur la compétence en référencement naturel, en UX, en développeur. Finalement, on ne sait pas ce que c'est que ce monde-là. Donc en fait, ce qui a été important pour moi, ça a été de mixer, faire une mixité entre les compétences naturelles de Total et des compétences qu'elle devait acquérir. Et donc, c'est sur cette partie-là que ça a été un peu sportif pour moi que d'expliquer qu'il fallait recruter des développeurs, qu'il fallait recruter un CTO, qu'il fallait recruter un lead développeur, etc., etc. Donc, c'était pour moi nouveau, déjà, pour l'individu que j'étais. Donc, Stéphane Séguin ne connaissait pas tant que ça l'ingénieur informaticien qui avait fait plein de projets en forfait avec donc des grosses boîtes. Là, j'ai été confronté à comment est-ce que je vais recruter une équipe, comment je vais la constituer, comment je vais fidéliser cette équipe, etc., etc. J'étais devant une page blanche. Et du coup, est-ce qu'il y a une entité Fuel Market qui a été créée à un moment donné, ou est-ce que c'est toujours Total? Est-ce qu'il y a du coup, est-ce qu'il y avait des contrats Fuel Market, justement les CTO et autres? Je dirais que la chance que j'ai eue, c'est que avant même mon arrivée, c'était une entité à part entière. D'accord. J'étais CIO d'une toute petite entité de 3 personnes avec moi, donc, mais en tout cas, c'était une entité à part entière. Et ça a été assez déterminant parce que non seulement on était une entité à part, mais en plus, on était un petit peu un laboratoire aussi pour le groupe qui était de dire, tiens, on lance une entité e-commerce. En 2012, c'était très nouveau pour Total. Donc ça va nous permettre d'avoir un petit peu de liberté, un petit peu d'autonomie, pouvoir sortir un petit peu du cadre.
Même si, quand j'arrive, l'informatique est traitée par l'informatique de la branche à laquelle je suis rattaché, le marketing est traité par le marketing de la branche. C'est sûr qu'avec 3 personnes, je pouvais pas aller extrêmement loin. Ouais. J'avais même la personne qui s'occupait des projets répondait aux appels téléphoniques. D'accord. Donc en fait, on faisait un petit peu tout, un peu pour le coup comme une start-up. Ouais, ouais. Et tu me racontais que même les développeurs que tu avais recrutés, en fait, ils se retrouvaient avec des ordinateurs Total où ils ne pouvaient pas installer leur logiciel pour travailler, Ouais. il y a des choses comme ça. Ouais. Ouais, au tout départ, en fait, on avait l'entité Fuel Market. Finalement, la filiale Fuel Market était hébergée chez Total. Et chez Total, tu as un poste de travail, mais il est quand même relativement verrouillé, ne serait-ce que pour la sécurité. Et donc, en fait, tout ce que je demandais, tout ce que voulait un développeur, c'était au contraire beaucoup de liberté. Et il voulait accéder à des composants qu'on n'avait évidemment pas naturellement sur un poste Windows avec un PC Total. Donc, déjà, rien que ça, c'était une vraie aventure. À un moment, il a fallu qu'on installe une box au sein de Total pour que des gens, des développeurs viennent avec leur propre PC travailler, parce que j'allais quand même pas rester des semaines et des semaines avec des développeurs qui n'avaient pas les outils qui leur permettaient d'avancer. Et après, en quelle année vous avez déménagé ? En fait, on a déménagé en 2016. 2016, ouais, je crois. Donc c'était une année qui était importante pour nous. C'était à la fois l'année où on a décidé de refaire complètement le site, qui n'était pas très vieux, mais il fallait complètement le refondre. Et c'est aussi l'année où j'ai recruté un CTO qui lui-même a recruté des développeurs, on a recruté des product owners, etc. Donc en fait, on a constitué une équipe from scratch qui était interne à Fuel Market et qui permettait de changer à la fois la méthodologie et on a, dans la foulée, changé. On a pris nos locaux et ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Et, mais par contre, vous étiez toujours avec les livreurs Total. Toujours. Ce qui est intéressant, c'est on a changé de modèle économique parce que, sans rentrer trop dans le détail, mais au départ, le site internet était un peu considéré comme un apport d'affaires. Et on a décidé d'être rémunéré par nos filiales et de gérer nous-mêmes nos prix. Et de faire payer à nos filiales à l'euro de la commande et à l'euro du mètre cube, comme on dit dans notre jargon. Donc en fait, on a trouvé un modèle économique qui a fait que Fuel Market était aussi beaucoup plus indépendant dans son modèle économique. D'accord, donc vous prenez une commission sur les ventes quelque part. C'était plus une commission. À l'inverse, en fait, on récupérait, on facturait directement à nos clients son fuel qu'on avait racheté à ses filiales livreuses. Donc en fait, on demandait à ces filiales livreuses une prestation de logistique qu'on rémunérait et qu'on rémunère encore aujourd'hui. D'accord. Et donc, en fait, on est devenu beaucoup plus indépendant sur le modèle, parce qu'au début de Fuel Market, c'était nos filiales qui fixaient les prix. Ouais. Et donc, fixer les prix sur le online et fixer les prix sur le offline, c'est pas la même chose. Oui, d'accord, intéressant. Ouais. Et toute cette histoire de créneaux horaires, etc., ça a dû changer les habitudes peut-être des livreurs ou ça, c'était une transformation qui a dû... C'était une révolution. J'ai assisté à pas mal de réunions. Tu peux imaginer qu'en fait, je passais une partie de mon temps à expliquer la légitimité de Fuel Market. Parce que, et c'est normal, les gens avaient peur qu'on ait créé un peu le diable. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une réunion où un directeur commercial m'avait dit, en fait, on a un problème et son nom s'appelle Fuel Market. Parce que quand tu es le numéro 1 de la vente de fuel en France et que tu crées un site internet et que tu as quelques clients qui commencent à te dire c'est moins cher sur internet, comment ça se fait, etc. Enfin bref, c'est une complication au départ. D'accord. Et tu te demandes pourquoi Total crée un site internet. Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assise ?
Et quand je m'attaque à la question de la logistique, alors là, je m'attaque à des choses ancestrales. C'est-à-dire que, et c'est pas du tout une critique de ma part, ils ont l'habitude avec leurs clients de voir par téléphone quel jour ça arrange l'un comme l'autre. Donc, il y a une personne qui appelle, je voudrais être livré en fuel. OK, on va voir ce qu'on peut faire. On vous rappelle. Sauf que dans un process Internet, on ne peut pas dire à chacun de nos clients, on vous rappelle, le modèle économique ne tient pas. Donc, ça veut dire que dès le départ, le client doit pouvoir choisir lui-même un créneau de livraison. Et là, c'est une révolution. Là, on s'attaque à des processus qui ne sont pas prêts pour ça. Ouais. Et ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, on va, au départ, sans rentrer dans le détail, mais on va faire du yield management, comme on dit dans l'hôtellerie ou dans le voyage. Le yield management, c'est tout simplement qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis fuel market, j'ai envie d'aider mes petits copains et de leur dire à quel moment ça t'arrangerait le mieux qu'une commande tombe dans ce secteur. Parce que le fuel, ça paraît simple comme ça, mais j'ai 400 zones tarifaires, par exemple, en France. Bon. Okay. Bref, c'est compliqué. Et donc, j'essaye de trouver le moyen d'équilibre en disant, peut-être que le client, il est prêt à payer plus cher dans des moments qui t'arrangent moins. Donc, on peut trouver un équilibre entre tes contraintes logistiques et les contraintes tarifaires. Et cet équilibre, sans rentrer dans les détails, mais il va me valoir des dizaines, des centaines de réunions, parce que là, je m'attaque à une conduite du changement, et c'est facile pour personne de changer des choses qui sont établies depuis des décennies. Ouais. Oh. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, il n'y a pas que le site Internet. Ouais. Tu parles un peu des tensions, enfin des tensions, en tous les cas des changements, des révolutions que tu as pu faire, enfin demander ou initier. T'as un autre exemple de là où, au fait, parce que j'imagine maintenant ces livreurs, ils ont acquis cette nouvelle façon de travailler aussi, et peut-être qu'ils l'ont ramené sur le business du téléphone ou. En fait, ils l'ont complètement ramené aujourd'hui sur le business du téléphone. Ça leur paraissait pas naturel. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est de plus en plus habitué à faire du star rating, c'est-à-dire donner un avis un peu sur tout. Et même s'ils avaient pris l'habitude avec leurs clients de passer du temps par téléphone pour fixer le rendez-vous, mais eux aussi, ils se sont dit, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? C'est-à-dire, si Fuel Market propose ce service, est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes ? Et bien sûr, aujourd'hui, et c'est très bien, ils ont le même niveau de service par téléphone. Ils peuvent, dès la prise de rendez-vous par téléphone, tu vois, je dis rendez-vous, parce que maintenant, on parle d'une prise de rendez-vous. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas donné des leçons à nos collègues. Nos collègues connaissaient bien mieux que nous leur métier et leurs contraintes. Mais ils ont aussi appris des usages d'Internet et des usages, qu'on va dire, modernes. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si toi, tu attends toute la semaine que quelqu'un vienne te livrer quoi que ce soit chez toi, mais c'est plus dans les us et coutumes. Ouais. Mais c'est assez extraordinaire parce que donc il y a la création du business, mais au-delà de la création du business, une transformation aussi qui arrive chez Total. Est-ce qu'il y a d'autres parties de Total qui ont été impactées par justement Fuel Market ? Tu vois, moi j'ai changé de poste depuis 1 an et demi. J'ai emmené dans mes valises toute la méthodologie. C'est-à-dire que la méthode agile que je connaissais peu, maintenant je la pratique et je comprends pas comment on fonctionne sans. Et donc quand j'arrive dans mon entité, et il y a plein d'autres entités aujourd'hui chez Total, il y a une Total Digital Factory qui connaît ça très bien. Mais en fait, on a besoin d'arriver avec une forme d'évangélisation. Moi, je suis aujourd'hui Total Lubrifiant à l'échelle mondiale. J'arrive avec cette méthode et je n'y renonce pas. Ouais. Donc, trouver ce qu'on appelle dans le jargon d'Internet, on parle de minimum viable product, c'est-à-dire commencer par une version minimale et voir comment on évolue.
tu arrives avec toute cette culture, alors que la culture d'un grand groupe peut être plutôt je réfléchis longtemps, je fais un cahier des charges longtemps et je lance au forfait un appel d'offres. C'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai été marqué pour le reste de mon existence par la méthode à minima. Ouais. Et donc maintenant, dans tes nouvelles fonctions, tu ramènes quelque chose de fuel market dans l'entreprise à essayer justement de lui donner plus d'agilité. Bien sûr. T'en parles un petit peu. Comment est-ce que cette expérience, du coup, t'as transformé au-delà de l'apprentissage des méthodes agiles? Est-ce que dans les façons de penser, dans les comportements, dans la façon d'appréhender les choses, la vie peut-être, ça t'a changé d'une certaine manière ou pas du tout? Ce qui s'est beaucoup transformé en moi, c'est que, bon, je le dis comme si c'était simple, mais Fuel Market, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué au quotidien. J'ai pris mes fonctions avec le plus d'humilité possible. C'est-à-dire que j'étais très, très conscient que je ne savais pas comment mener un projet e-commerce. Et donc, j'ai passé à peu près 3 soirs par semaine à aller rencontrer des gens de start-up, à aller rencontrer des gens d'autres grands groupes. Et il y a une entité qui s'appelle les Big Boss, je leur fais un petit clin d'œil, qui m'ont permis d'avoir plein d'événements, de dîners, etc. Ça peut paraître festif comme ça, mais il y avait le côté rencontrer ses pairs et se dire, mais comment je vais recruter un CTO? Comment derrière je vais recruter des product owners? Comment je vais gérer les millennials? Enfin, tu vois, il y avait des dimensions qui étaient à la fois humaines, des dimensions qui étaient méthodologiques. Et en fait, je suis sorti de mon petit confort. On a quand même un confort quand on est dans un grand groupe. Et je me suis habitué à me remettre en cause tout le temps et à travailler sur moi, travailler sur les méthodologies. Et je dirais que la méthode agile, elle n'est pas que pour le projet informatique, elle est aussi pour la direction. Moi, mon comité de direction, mon petit comité de direction chez Fuel Market, on s'est remis en cause. On a été accompagné par des coachs qui nous ont dit faut complètement revoir vos modes de pensée, vos modes de management, etc. Donc, une remise en cause quasi permanente. Et ce réflexe de me dire, finalement, je vais peut-être pas apprendre tout seul dans mon coin, je vais avoir cette habitude d'aller voir les autres, d'avoir du feedback, d'être plus intelligent. Je sais pas si tu connais le concept de mastermind. Moi, j'aime beaucoup ce concept. C'est de se réunir à plusieurs. Et finalement, à plusieurs, on va plus loin, comme on dit. Et on apprend énormément des erreurs des autres. Oui. Et donc voilà, le coaching, la remise en cause, ça fait partie maintenant de mon ADN. D'accord. Et c'est des outils ou des dispositifs que tu as pris quand tu as pris la direction de Fuel Market. Complètement. On parle chez Total aujourd'hui de manager coach. Ouais. Ça peut paraître étonnant, mais effectivement, dans notre management, on ne peut plus faire du management comme il y a 10 ans, 20 ans, où les gens nous suivaient comme un seul homme. Ouais. Donc, ne serait-ce que dans le management, il faut complètement avoir une approche d'écoute, une approche d'adaptation, une approche itérative. Et me remettre en cause, apprendre ce que c'est que le coaching, me faire coacher moi-même, ça fait partie des fondamentaux aujourd'hui. Ouais. T'as dû aussi, j'imagine, laisser tomber des réflexes que tu avais avant, et avec un peu cette humilité et se dire je sais pas et je vais apprendre. T'as laissé un petit peu, quand t'es arrivé dans ce rôle, un petit peu la personne que t'étais, et beaucoup de choses que tu prenais pour acquises mais que t'as remis en cause, j'imagine. Complètement. Et j'ai aussi, je crois, été assez cash dans ma posture. C'est-à-dire que forcément, il y avait beaucoup de résistance quand on a créé... T'imagines quand il a fallu recruter un CTO, puis après il a fallu recruter un dev, 2 devs, 3 devs, 4 devs, 5 devs, 6 devs, 7 devs. Tu n'imagines pas toutes les résistances que j'avais face à moi. Et en interne. En interne. Et c'est pas une critique que je fais de mes collègues. Ils ont des processus et ils faisaient en sorte de les appliquer. Mais moi, c'était important
que je prenne le risque moi-même de déplaire. Ça, c'était quelque chose qui était important. Pas déplaire pour déplaire, mais dire, j'incarne aujourd'hui la direction de Fuel Market. Fuel Market ne pourra pas survivre si nous n'avons pas des compétences internes. Oui. Bien sûr, ça s'est pas fait comme ça. Il fallait que j'explique la raison du pourquoi, à la fois sur un plan économique, mais aussi sur un plan du développement. Comme je le disais tout à l'heure, l'agilité fait partie de l'ADN de Fuel Market. C'est soit il a cet ADN, soit il meurt, tout simplement. Ouais. Donc ce que tu dis, c'est au lieu à un moment de suivre les process, et tu t'es dit, mais en fait, si je suis les process, ça va pas marcher, et donc tu t'es mis je sais pas comment dire, mais non pas en contradiction, mais à côté des process parfois, et en disant, ben moi, il faut que ça peut pas être comme c'est proposé, donc je vais le faire à ma manière, et donc j'ai déplaire quelque part dans ce sens-là, c'est ça? Ouais, c'est un côté, on emploie le mot disruptif un petit peu à toutes les sauces, mais c'est un petit peu ce côté-là, disruptif. Et puis c'est le côté aussi, là où, tu vois, là aujourd'hui, je suis à nouveau au sein de Total. L'idée, c'est pas de remettre en cause les process pour remettre en cause les process. Parfois, les process, heureusement qu'on les a. Heureusement que j'avais l'entité qui était capable de gérer une logistique partout en France. Heureusement que j'avais les réflexes de Total sur le financement, la rentabilité. Elle m'a beaucoup aidé. Donc l'idée, c'était de remettre en cause les processus là où ils ne marchaient pas. Ouais. Donc faire du e-commerce sans être très bon en SEO, sans être très bon en agilité, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc je n'allais pas attendre un processus qui me demandait d'attendre plusieurs années, un projet. Non, c'est pas possible. Ouais. Et là, c'était pas du tout être contre Total, ne pas être corporate. L'idée, c'était de dire, ce ne sont pas les règles du jeu. Ouais. Si on veut rester dans le marché, on n'a pas d'autre choix que d'être bon dans ce domaine-là aussi. Ouais, le temps, c'est vrai que c'est pour être plus rapide. Et dis-moi maintenant, du coup, que tu es de retour au sein de Total, et si tu regardes un petit peu en arrière et tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire maintenant, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de Total pour faciliter complètement l'émergence de Fuel Market ou de l'aventure suivante, du nouveau business suivant? Comme je te disais, bon, déjà, moi, je suis arrivé, je ne peux pas effacer ma connaissance des méthodologies agiles, donc je suis assurément arrivé dans mon poste, qui est un poste de CDO de Total Lubrifiant, avec ce fondamental, ce must-have, qui est je vais rentrer avec ces méthodes et je vais bien sûr les appliquer. Maintenant, c'est un poste à l'échelle internationale, tu dois tenir compte d'une organisation, on est présent, là pour le coup, on est présent dans 140 pays. Donc il y a des questions culturelles, il y a des questions d'organisation. Donc voilà. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'additionner mes forces avec celles de mes collègues. J'ai des collègues de la direction informatique, j'ai des collègues de la Total Digital Factory. On est tous à additionner nos forces pour accélérer la transformation digitale de l'entité dans laquelle je suis. Donc en fait, bien sûr que c'est pas Fuel Market Total, c'est pas Fuel Market. Fuel Market, on peut faire des choses à l'échelle de 40 personnes qu'on ne peut pas faire à l'échelle de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Donc il faut avoir une certaine humilité de où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut faire à l'endroit où on est. Donc c'est un mariage entre ce que j'ai appris pendant cette expérience Fuel Market et c'est également tenir compte du contexte international et du contexte grand groupe dans lequel je suis. Voilà, c'est un dosage, un équilibre entre les deux. Oui, très bien. Et peut-être ma question, c'est une autre, c'est est-ce que Total a envie de renouveler des expériences comme Fuel Market ou est-ce que se dit que c'était un peu, au vu des résultats, finalement Il y a une grande accélération ces dernières années. Il y a la Total Digital Factory qui a été créée et qui est un formidable accélérateur de la transformation digitale à l'échelle du groupe. Donc il y a eu une énorme prise de conscience que le digital devait faire partie de notre ADN.
Voilà. Donc, et puis il y a eu Fuel Market n'est pas seul au monde. Il y a eu d'autres entités qui ont été créées dans d'autres activités, le lavage, la mobilité. Il y a d'autres entités qui ont vu le jour depuis Fuel Market et qui sont également des success stories. Donc voilà, Fuel Market, c'est un petit peu la première expérience qui a bien marché en e-commerce. Et c'est super de voir qu'aujourd'hui, on fait partie d'une famille et que la famille s'est nettement agrandie et qu'aujourd'hui, elle ne cesse de s'agrandir. Ouais. Est-ce que vous commencez à avoir un process pour lancer ces nouveaux business, ou c'est encore un petit peu, chaque fois un petit peu, chacun réécrit son histoire? Avec la Total Digital Factory, mais je ne parlerai pas à la place de la Total Digital Factory, il y a évidemment des process qui sont en train de voir le jour et qui vont permettre une accélération beaucoup plus processée et beaucoup plus démocratisée. D'accord. Voilà, donc c'est clair qu'à l'époque où Fuel Market s'est lancé, il n'y avait pas grand monde qui connaissait, moi y compris. Moi, je ne connaissais pas le e-commerce du tout. J'étais chef de projet, j'étais au commerce précédemment, directeur commercial. Et puis avant, j'avais mené des projets classico-classiques, des ERP, des choses d'une autre nature. Donc c'est bien, on a appris à une petite échelle, et puis là, aujourd'hui, on est en train d'accélérer à une échelle groupe. Ouais, c'est ça. Et une dernière question un petit peu entre Total et Fuel Market. Je vois moi un petit peu comme Fuel Market, un petit peu un moment Total a fait le grand écart, à aller chercher, créer quelque chose de nouveau. Elle a mis le pied assez loin de moi, avec quand même des liens, mais assez loin de son domaine. Maintenant que tu es dans le mode transformation, du coup, tu es plus en train d'essayer de faire bouger tout le paquebot, j'ai envie de dire. Est-ce que ça, c'est une image un petit peu qui correspond à ce que tu fais ou En fait, le paquebot, c'est un côté péjoratif, au sens où, bien sûr, l'image du paquebot, c'est le grand groupe. Et là-dessus, on peut voir la masse et on sait que bouger un petit, je sais pas moi, une planche à voile, c'est pas la même chose que de bouger un paquebot. Maintenant, je pense que ce qu'on amène avec une connaissance digitale et e-commerce, c'est plutôt d'une part la prise de conscience des menaces, la prise de conscience aussi des opportunités. Donc ça, on est forcément beaucoup plus sensible, et donc on sensibilise nos autres collègues à ce que ça va apporter en bien et en mal. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, on a chopé une méthode, et je vois pas pourquoi le grand paquebot ne pourra pas utiliser la méthode agile à son échelle. Donc, l'idée, c'est pas de donner des leçons. Ça, il faut garder une humilité. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on transforme pas les gens contre leur avis. Quand j'avais face à moi des grands professionnels du fuel qui avaient passé des décennies, ils se disaient, mais qui c'est ce type pour nous apprendre notre métier? Donc, il faut avoir une écoute active et il faut avoir de l'empathie. Parce que si tu veux transformer l'intérieur d'un grand groupe en donnant des leçons, ça marche pas. Tu te fais rejeter tout simplement parce que tu peux pas connaître intimement des métiers qui nécessitent des savoir-faire très techniques parfois que tu n'auras jamais. Ouais. Donc moi, j'ai aussi retenu de tout ça le côté écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous partager. J'ai quelque chose à vous partager sur la méthode. Par contre, donnez-moi de l'information sur votre métier. Expliquez-moi votre contexte. Et le côté customer-centrique, j'ai toujours envie de connaître un client, savoir comment ça se passe pour lui quand il passe une commande, qu'est-ce qu'il attend précisément. Et ça, je pense que maintenant, ça fait aussi partie de mon ADN, même à une échelle d'une multinationale. C'est qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que le plus petit des clients, il n'y a pas de petit client finalement, qu'est-ce qu'il attend et il est confronté à quoi? Attention, En quoi des outils digitaux peuvent lui faciliter la vie. Ouais, super. Et dis-moi, pour revenir à Fuel Market et à toute ton expérience d'intrapreneur ou d'entrepreneur,
Si tu regardais, enfin, quand tu te lançais un petit peu, et peut-être des conseils que tu pourrais donner aussi à des intrapreneurs qui se lancent ou qui ont ce mandat, justement, quels conseils tu te donnerais ou tu donnerais à ces personnes un petit peu? Alors, il y a déjà ce que j'ai dit, l'humilité, c'est-à-dire faut vraiment arriver en se disant, quand on vient quand même d'un grand groupe, moi j'ai 25 ans de grand groupe, hein, j'étais à la Société Générale et ensuite j'ai 20 ans cette année de Total, chez Total. Je pense qu'en fait, on a juste pas conscience, et c'est pas grave, hein, mais on a juste pas conscience de ce que c'est que d'avoir un stylo, de repartir d'une feuille blanche, hein, et de devoir faire un peu tout. Moi, il y a eu des moments où il fallait que je fasse les feuilles de paye de mes collaborateurs, il fallait que je signe les contrats de travail, enfin, il fallait que je vérifie évidemment ce que j'avais comme obligation à l'égard du droit français. Enfin, il faut avoir une humilité quand on est intrapreneur, même intrapreneur. C'est, en fait, on était dans une bulle très protégée et on est dans le grand groupe et on est très protégé dans un grand groupe. Ouais. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette humilité. La deuxième chose, c'est être dans du test and learn. Il faut tester, il faut se tromper, il faut accepter l'échec. Si on n'accepte pas de tomber, on n'est pas prêt d'aller loin. Bon, ça, c'est la deuxième chose. Qui va un petit peu avec l'humilité. Parce que si tu arrives en disant je sais tout, eh ben, tu ne peux plus apprendre parce que tu as ce... Tout à fait. Ouais. Et puis la troisième chose, c'est comment, finalement, ça rejoint encore l'humilité, comment je vais apprendre tout le temps. Comment je vais changer tout le temps. Comment je vais me transformer tout le temps. Et tu vois, Fuel Market, j'ai dirigé Fuel Market pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on s'est adapté tout le temps. Ouais. À la fin de ma petite mandature, on a maintenant Fuel Market à 3 sites internet. Et en fait, on a continué évidemment à apprendre. Il ne faut pas te dire, ça y est, je sais ce que c'est que le SEO. Mais non, on est dans un monde qui n'arrête pas de bouger. Donc Google n'arrête pas de bouger. Les acteurs du e-commerce n'arrêtent pas de bouger. Tout le monde est en train de bouger. Nos concurrents s'adaptent au même titre que Total. Donc, tu dois être dans une culture permanente de l'écoute, de l'éveil. Et c'est pour ça que je te parle de coaching. C'est que le coaching te permet de ne pas rester dans ton carré et de te dire, ça y est, j'ai tout compris. Ouais. Est-ce que tu as des tactiques ou des petits trucs que tu fais justement pour être tout le temps à l'écoute et tout le temps dans l'essayer d'apprendre, tu vois? Est-ce que tu as une routine ou je sais pas, des choses que tu fais de manière consciente pour te dire, bah tiens, là il faut que j'apprenne ou que j'ai plus d'humilité pour remettre mes croyances, réévaluer mes croyances? Bon, la première chose, c'est ce que je te décrivais, les big boss, c'est sortir régulièrement. Bon, là, le Covid complique un peu la vie, mais c'est sortir régulièrement pour rencontrer des gens qui ne sont pas dans ma sphère et rencontrer le maximum de gens, de start-up, que ce soit des prestataires, des gens de grands groupes, des gens de start-up, discuter avec eux et d'écouter dans quelle configuration ils se situent eux-mêmes. Ça te crée de l'ouverture. Exactement. Moi, j'ai organisé aussi des petits cercles dans lesquels je me retrouve régulièrement. Et dans ces petits cercles, je vais aller voir des amis qui sont finalement dans la transformation digitale ailleurs. Et on va se dire, parfois on va pleurer ensemble, on va se dire nos difficultés, nos pain points, mais on va aussi se dire nos succès. Ouais. Et c'est à l'évidence quelque chose qui a été l'huile, sans jeu de mots, mais l'huile dans mes rouages, qui a été fondamental. Et puis après, on est quand même à l'ère des réseaux sociaux. Moi, je suis tous les jours sur LinkedIn. Parfois, les gens considèrent que sur LinkedIn, on est là uniquement pour flatter son petit ego. Ça peut arriver. Mais il y a quand même encore une confrontation. C'est qu'est-ce que je peux lire, qu'est-ce que je peux écrire, en quoi je peux participer. Tu vois, tu m'as proposé ce podcast. Au-delà de la position égocentrée, je trouve ça intéressant. On ne se connaissait pas, on a fait connaissance sur LinkedIn
Et moi, j'ai hâte d'écouter les autres podcasts. Et c'est ça qui m'intéresse. Et mon témoignage, on m'a dit parfois que c'était rare, que c'était presque une anomalie, Fuel Market. C'est-à-dire, c'est marrant, vous avez réussi à faire ça dans un grand groupe. Si mon témoignage peut aider certains à être inspirés, encore une fois avec humilité, c'est tant mieux, quoi. Ouais. Super. Belle histoire, merci d'avoir partagé. On en reste là. Le mot de la fin, je ne sais pas comment on termine. Le mot de la fin, alors, tu vois, je ne l'ai pas du tout préparé, mais je pense les crises le montrent aujourd'hui, et il y en aura d'autres. On se pose des questions sur le réchauffement climatique, on se pose des questions sur le Covid, on se pose des questions. Je pense si on parle négativement, on est condamné à se transformer tout le temps. Si on le dit positivement, c'est chouette de se transformer tout le temps. Oui, voilà. Ça permet d'évoluer. Ouais. Mais du coup, j'ai une dernière question. Excuse-moi, ça me revient sur... quand on parle de transformation digitale, moi, on m'a dit, j'ai entendu que sur les dernières années, et surtout l'année dernière, le Covid était un grand facteur de transformation digitale beaucoup plus efficace que n'importe quel programme interne. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Ouais, on a surnommé le Covid le meilleur CDO du monde. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai parce que sans le Covid, nous n'aurions pas eu ce basculement si massif en télétravail. Le télétravail a ses avantages et ses inconvénients, mais on a quand même vu que les outils digitaux nous permettaient de travailler malgré la distance. On a aussi vu de manière très concrète que les entreprises qui n'avaient pas de plateforme de e-commerce s'en sortaient beaucoup moins bien que les autres. On a bien vu que même des petits commerçants ou des petits restaurants avaient besoin de se réinventer pour qu'on vienne faire du click and collect. On voit des initiatives. Moi, j'ai été président du jury des Big Boss en décembre. Des initiatives absolument dingue. Quand on voit Aéroport de Paris qui lance sa marketplace dans une période extrêmement difficile, moi je trouve qu'on force notre talent parce qu'en fait on est contraint de s'adapter à cette crise et donc moi je trouve qu'il y a des innovations qui se sont accélérées et qu'on aurait peut-être connues dans 10 ans, 20 ans, et qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Justement, cette contrainte, est-ce que tu la ramènes à ton travail ? Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des leçons à en tirer ? Et tu dis, peut-être la transformation via la contrainte, je sais pas, ça peut être une façon de réfléchir ou... Ouais, moi j'avais l'intime conviction, suite à mon expérience sur le market, de start-up qui est dans son cocon et qui a sa culture, qui prend son petit café le matin, et puis il y a le jeu dans le fond, et les gens font du flipper, etc. Du baby-foot, etc. Pour moi, il fallait absolument qu'on soit tout le temps les uns à côté des autres. Tout le temps. Donc par exemple, j'étais pas très fan du remote, donc en fait du télétravail un peu généralisé. Aujourd'hui, bien sûr que je suis conscient des avantages et des inconvénients du télétravail, mais franchement, on a fait face, les doigts dans le nez. Ouais. Donc, on a des développeurs qui sont parfois même pas en région parisienne, et tout va bien. Donc, j'ai quand même évolué moi-même, évidemment. Et je t'ai dit, on se transforme toute la vie. Hein. J'ai évolué un peu grâce à ce Covid sur certains points. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Stéphane, c'était un plaisir. Merci Franck, à bientôt. À tout de suite.